Bonjour et bienvenue sur Parole de démocratie. Aujourd'hui, c'est l'interview de personnalité avec Bruno Gagne. Bonjour Bruno Gagne. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a donné cette envie de vous lancer? Alors, ce qui m'a donné l'envie de lancer, déjà, c'est qu'on me l'a proposé. Mais je voulais juste faire un petit point juste avant, parce qu'en fait, le format de l'émission, vous m'invitez, donc c'est très bien, je suis très satisfait de cette invitation. Mais en même temps, donc nous, la particularité de notre liste, c'est que c'est un binôme. C'est-à-dire, nous avons Sana Hadji Morsli, en fait, moi-même, mais pas seulement, parce qu'on a toute une équipe. Et en fait, bon, après, je vous développerai après, mais sur notre conception de travail, notamment sur la gouvernance au niveau de la mairie. Donc c'est vrai qu'on va innover. Donc en fait, très bien, je pourrais répondre aussi à vos questions. Disons, le format, c'est vraiment la tête de liste. Enfin, pour moi, c'est vraiment la tête de liste. C'est la plus visible au départ. Et après, effectivement, il y a toute votre liste qui est derrière. Chez les autres candidats, pareil. Mais ça, on en parlera ultérieurement dans un autre entretien qu'on aura l'occasion de faire. Donc, les déclics, on vous a appelé quelque part, c'est ça? On m'a appelé? Oui, pour vous lancer. Oui, en fait, on avait la volonté, nous, déjà au départ de la France Insoumise, je parle, de se lancer vraiment dans le cadre de la campagne municipale. Déjà, il y a plus d'1 an, donc ça fait un moment qu'on y travaille dessus. Et puis après, au niveau de l'incarnation, on ne savait pas trop. On s'est dit, on avait plusieurs possibilités, donc on a eu une longue réflexion, et puis voilà, c'est tombé sur moi. Beaucoup de personnes m'ont proposé donc de me présenter, mais pas seulement, puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a Sana Hadji Morsli aussi, donc on est en fait 2 têtes de liste véritablement, avec une équipe, donc voilà, ça s'est passé tout simplement. Il y a eu une désignation dans le cadre aussi d'un processus national. Voilà. D'accord. Et comment s'est construit votre vie professionnelle ou personnelle d'une certaine manière, mais comment ça s'est construit tout ça? Alors, déjà pour me présenter, moi je suis né en 61, donc maintenant j'ai 64 ans, je suis retraité. Alors j'ai exercé plusieurs professions, donc notamment j'ai été prof de judo dans le sport, après j'ai joué au rugby, etc. Mais professionnellement, disons, j'ai été éducateur pour les jeunes enfants en situation difficile, c'est-à-dire notamment dans les situations familiales difficiles. Après, j'ai travaillé aussi pour la Croix-Rouge, etc. J'ai travaillé dans des cabinets d'architectes parce que j'avais une formation de dessinateur aussi. Il s'avère qu'après, j'ai travaillé aussi dans la sécurité parce que comme j'étais prof de judo, forcément la sécurité, ça allait bien, voilà. Et ensuite, après, je suis rentré dans les télécommunications, donc je suis parti à Paris. Et c'est là en fait où j'ai fait le principal de ma carrière. Donc j'ai commencé en bas de l'échelle et puis après j'ai passé les concours, j'ai travaillé pour ça, pour finir cadre. Donc je suis allé sur Paris, Marseille, je suis remonté à Paris avec des concours pour arriver en fait en 93 à Montpellier. Et notamment ma spécialité c'était notamment tout ce qui est réseau. Véritablement réseau, génie civil, construction. Par exemple, j'avais surveillé les chantiers de la 75 à l'époque. Ici, le secteur de Lunel, je connais très bien parce que j'ai beaucoup suivi la construction du réseau optique, notamment des principaux câbles, réseau optique pour alimenter les centraux. Donc voilà, en passant par la petite Camargue, tout ça. Là, voilà. Et après, vous étiez à la CGT, je crois, non? Exactement. Alors j'ai eu un gros engagement à la CGT, syndicaliste, avec des responsabilités nationales, locales aussi. Notamment, j'ai été secrétaire général de l'union locale, ce qu'on appelle l'union locale CGT de Montpellier, où il y a quand même 6000 adhérents. Et ensuite, au niveau départemental aussi, j'étais responsable en fait de tout ce qui est l'activité revendicative. Donc l'activité revendicative, en fait, c'est tout, on s'occupe de tous les sujets sociétaux. En fait. Donc là, c'est pareil, c'est 10 000 adhérents. Donc en fait, par exemple, Montpellier, c'est 160, à l'époque, il y avait 165 syndicats, il me semble, à peu près. Donc voilà, il faut gérer tout ça, et c'était une lourde responsabilité. Après, au sein de mon entreprise, moi j'étais responsable, j'étais délégué syndical Occitanie, c'est-à-dire j'étais en relation directe avec l'entreprise Orange, pour les négociations, notamment sur tous les sujets, augmentation de salaire, conditions de travail, etc. Et c'est pour ça aussi, dans ma carrière professionnelle, en fin de carrière, j'ai été appelé par un groupe notamment pour travailler sur faire des formations, animer des formations au niveau national aussi,
sur tout ce qui est conditions de travail et former les élus des CSE au sein des entreprises. Voilà, donc santé, sécurité, conditions de travail, et aussi tout ce qui est négociation. C'est-à-dire comment on peut négocier de façon intéressante au sein d'une entreprise entre les salariés et l'employeur. Donc ça développe le sens du dialogue. Oui, j'imagine. Et puis j'imagine, quand on connaît un petit peu toute l'histoire des syndicats en France, j'imagine que vous avez aussi connu des échecs. Des échecs ? Ouais. Non ? Oh, des échecs, il y en a, bien sûr, parce que quand on est syndicaliste, on veut toujours réussir, en fait. Hein. L'objectif, c'est de poser des revendications et faire en sorte qu'elles aboutissent. Alors bon, dans la situation actuelle, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a effectivement des difficultés, parce que quand même le pouvoir en place, avec tous les moyens qu'il a, fait une pression énorme. On a vu les histoires du 49.3, des décisions qui se prennent sans que les gens aient la possibilité véritablement de s'exprimer, donner leur avis. Et même s'il y a une majorité, le gouvernement il n'en tient pas compte. Voilà. Et ça, si on décline, on peut le retrouver à différents niveaux. C'est-à-dire au niveau de la région, au niveau du département et voire au niveau de la municipalité. Voir comment sont prises les décisions, parfois ça peut poser question. Pourquoi ? Ça peut poser question, il y a beaucoup de décisions qui sont prises sans l'intervention des salariés. Sans l'intervention des salariés, mais aussi sans l'intervention des citoyens. Là, par exemple, à Lunel, il y a des grosses décisions qui sont prises. Je ne vais pas développer là, parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Mais sur la gendarmerie, la déviation de la 113 ou autre, quel est l'avis exactement de la population ? Je pense qu'il y a besoin d'entamer un véritable dialogue, une véritable consultation sur ces sujets qui sont importants parce que ça touche directement à la vie des gens. Et donc voilà, il y a par exemple l'aménagement de l'espace Vauban, demain, etc. Voilà, il y a des grosses consultations à lancer, et notamment nous on parle de référendum d'initiative citoyenne. D'accord. On va y revenir à ça. Comment vous voyez en fait le mandat de maire ? Alors le maire, pour nous, notamment, enfin pour moi et pour notre équipe en fait, on va changer radicalement la façon de fonctionner. C'est-à-dire déjà au niveau des délégations, on considère que ce système, il en faut des délégations, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on ne veut pas créer des baronnies au sein d'une municipalité, c'est-à-dire chacun va s'occuper de son truc et puis voilà. Donc on a la volonté, nous, de travailler très collectivement, pas seulement au niveau de l'équipe municipale, c'est-à-dire élus, enfin bien sûr élus, mais même ceux qui éventuellement seront dans l'opposition, avec ce type de fonctionnement, auront droit de cité. C'est-à-dire auront la possibilité de s'exprimer au sein du conseil municipal. C'est-à-dire on veut vraiment travailler de façon transverse, donc de façon permanente. Alors ça nous oblige en même temps, ce mode de fonctionnement, de travailler plus. On ne va pas pouvoir se contenter d'avoir un conseil municipal espacé, etc. Donc ça nous oblige à minima, d'après ce que l'on a étudié, d'avoir un conseil municipal au moins une fois par mois, peut-être parfois un peu plus. C'est-à-dire, donc ça va nous demander beaucoup plus de travail, en clair, ce mode de fonctionnement. Et puis la deuxième chose, c'est d'intégrer aussi la population. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous savez, on veut créer aussi 12 comités de quartier, mais véritablement pas un comité de quartier comme ça existe actuellement, où on va de temps en temps voir les gens, demander comment ça se passe, si tout va bien, si tout va mal, etc. Puis il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais avec de véritables responsabilités et aussi des moyens de fonctionnement. Donc ça veut dire que la population pourra aussi intervenir au sein du conseil municipal, parce qu'on laissera au sein du conseil municipal un temps dédié, justement pour une expression directe, à peu près de 15 minutes, au sein du conseil municipal. Est-ce que c'est pratiquement réalisable, ça ? Ah, tout à fait. Ouais. Au sein du conseil municipal, une fois qu'on est élu, on va mettre en place une nouvelle politique. Oui, parce que habituellement, enfin, moi, dans tous les conseils municipaux que j'ai pu voir, que ce soit ici ou ailleurs, le public, il n'a pas la parole. Jusqu'à maintenant. C'est justement... ça peut se changer en interne Tout à fait, ce sont des décisions politiques. C'est-à-dire à partir du moment où nous, on propose de dédier un temps sur des questions, par exemple, imaginons que sur une situation précise,
certaines personnes, un collectif de citoyens décident de faire une pétition à partir du moment où il y a un certain niveau de signature, et bien, ils pourront porter cette pétition aussi, dire attendez, interpeller directement le conseil municipal, et bien là, il va bien falloir leur répondre. On ne va pas s'échapper et dire on verra demain. Donc l'idée c'est ça, c'est-à-dire aussi de rendre véritablement les citoyens acteurs au niveau de la mairie. Donc c'est pour ça que c'est assez innovant au niveau d'un conseil municipal. C'est quelque chose que l'on va mettre en pratique et de façon en plus générale. Hein. C'est pas à Lunel mais aussi ailleurs. Hein. Voilà. Je dis juste un mot par rapport à ça. Non. C'est-à-dire, notre projet aussi, il se place dans un contexte global. C'est-à-dire que on parle de la révolution citoyenne. C'est-à-dire comment on peut investir le maximum de personnes aujourd'hui au niveau local, départemental, régional ou autre, au niveau politique. C'est-à-dire que les gens vraiment fassent de la politique, délèguent pas, parce qu'on voit ce que ça donne quand on commence à déléguer. Le pouvoir est ailleurs et puis les décisions se prennent ailleurs, sans aucune consultation. Quoi. Donc c'est vraiment ça que l'on veut modifier. Oui, c'est un changement, je ne vais pas dire radical, mais quand même assez significatif. Hein, parce qu'habituellement, on a toujours le maire, le bureau municipal, donc qui est la majorité, et ensuite vous avez le conseil municipal avec les différentes oppositions. Généralement, l'opposition, vu que vous avez la majorité en tant que maire, elle peut s'exprimer, mais ça ne va pas au-delà. Non, en pratique, hein. Actuellement, dans n'importe quel groupe comme ça, de gouvernance politique, on va dire, l'opposition n'a jamais droit de citer, à part voter contre. En général, on vote contre le budget parce qu'on on ne l'accepte pas. Bon, voilà. Et puis après, c'est fini. C'est-à-dire, on peut faire son petit encart dans le journal municipal, mais c'est la seule possibilité. Nous, alors, à l'inverse de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, l'opposition, imaginons que l'on soit élu, ce que j'espère, il y a des chances en plus que l'on soit élu aujourd'hui, vu la situation politique à Lunel, mais l'opposition aura droit de citer. Alors, droit de citer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils pourront s'exprimer au sein du conseil municipal, aussi débattre et amener aussi. Donc, en fait, il ne faut pas croire, ceux qui seront dans l'opposition auront aussi du travail. Ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. C'est-à-dire quand on est à l'opposition, on peut attendre et puis on fait un commentaire et puis c'est fini. Non, ce ne sera pas le cas demain, en tout cas. D'accord, donc vous allez mettre tout le monde, si je puis dire, de façon très au charbon, voilà, j'allais le dire. Ça. Comment, humainement parlant, comment vous voyez votre fonction du maire? Parce que vous serez maire, a priori, hein? A priori, oui, tout à fait, parce que ça s'est décidé comme ça avec Sana Hadji, donc directement, on va travailler tous les deux, mais c'est comme ça, hein, c'est la loi, hein, de toute façon, on ne peut pas faire différemment actuellement. Donc, si je suis maire, moi, j'ai pour habitude déjà de travailler collectivement, d'écouter et de prendre en compte ce qu'on me dit, même si parfois ça ne plaît pas toujours. C'est-à-dire que parfois, on peut dire, écoute, là, c'est bien, là, c'est pas forcément bien. Voilà, mais je pense que c'est ça, un bon maire pour moi, c'est une personne déjà, qui est à l'écoute, mais pas seulement, c'est-à-dire qui est capable de se remettre en question, et surtout, quand il a des décisions à prendre, qui est capable de les prendre. Hein. Voilà. Donc, et puis, l'expérience syndicale, en fait, nous amène aussi, nous apporte ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les organisations syndicales, on est élu, et on n'est pas, donc il n'y a pas de lien de subordination. En fait, parce que quand on fait fonctionner 1000, 10 000 ou 700 000 personnes au niveau national, par exemple, dans une organisation, avec toutes les structures, il n'y a pas de lien de subordination, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver les moyens de faire l'unanimité, de créer le consensus, qu'on appelle. Donc ça veut dire que parfois il faut savoir avancer sur certains dossiers, puis parfois il faut savoir écouter, puis temporiser, expliquer peut-être mieux, et puis prendre en compte tout ce qui se dit, voilà. Et ça, c'est une méthode de travail qui peut s'appliquer au sein d'un conseil municipal, surtout pour le premier responsable, le maire. Dans vos responsabilités de maire, oui. Ici à Lunel, comment vous avez travaillé avec l'agglo? Alors, c'est quand même un morceau que je pense que les électeurs ne connaissent pas forcément. Oui, alors là c'est pareil. L'agglo, effectivement, c'est une bonne question parce que l'agglo,
est déconnecté aujourd'hui. Nous avons des élus à l'agglo, et on ne sait pas trop. C'est un peu une nébuleuse pour la plupart, hein, l'agglomération. Donc c'est aussi ce que l'on veut changer. Alors en sachant que, imaginons que l'on soit élu demain, on aura donc des responsables aussi des élus qui siégeront à l'agglo. Mais en même temps, il va falloir là aussi trouver les moyens de travailler ensemble et mieux travailler ensemble. Alors, je pense que l'on a des sujets aujourd'hui, comme l'eau, qui peuvent rassembler. Par exemple, si nous, on propose carrément la régie municipale publique de l'eau. Hein. Donc, ça veut dire qu'on veut rompre avec ce qui se fait aujourd'hui pour ne pas marchandiser l'eau, parce que l'eau, c'est un bien public, c'est un commun. Donc voilà. Et je pense, par exemple, que le maire de Lunel-Viel aujourd'hui, on peut, sur certains sujets, se rapprocher. Et je pense qu'on pourra trouver des solutions ensemble, notamment sur des questions importantes qui touchent tout le monde au niveau de l'agglo. Voilà. Alors, pour répondre directement à cette question, c'est-à-dire que il va falloir aussi trouver le moyen que l'agglo soit plus démocratique dans le sens démocratie ou participative, c'est-à-dire que les citoyens aussi puissent être partie prenante des décisions prises au niveau de l'agglomération. En tout cas, mieux. Oui, parce que de toute façon, ça nécessite des compromis avec les autres maires. Tout à fait. Totalement. Enfin, des discussions, pas forcément des compromis, mais ça nécessite des vraies discussions. C'est une vraie composition. Tout à fait. Il y a plusieurs sujets transverses, par exemple, et bien que ce soit sur, par exemple, le traitement des déchets, etc. Il y a des questions très importantes. Donc là, je pense que dans notre programme, parce que là, il n'est pas forcément encore sur le devant de la scène, c'est en cours, donc il y a 80% à peu près du programme qui est bien rédigé. Mais après, une fois que l'ensemble des élus, au niveau de l'ensemble des communes, auront la connaissance de ce programme, je pense qu'il y a certains points, je suis même persuadé, qu'il y a certains points sur lesquels ils vont se retrouver. C'est-à-dire sur lesquels on va pouvoir travailler en toute intelligence, en fait. Et pas seulement avec les élus de l'agglo, parce que je pense en même temps que les citoyens des autres communes vont avoir aussi la connaissance de ce que l'on propose. Donc ça peut créer en fait un rapport de force en même temps au niveau de la population qui va permettre de modifier, le fonctionnement de l'agglomération et d'avoir des décisions adaptées aux besoins de la population aujourd'hui. Quelle est votre vision de Lunel en 2030, 2035, au loin? Parce que finalement, tout ce que vous allez faire là, pendant un mandat, ça aura un impact encore dans 10 ans, dans 15 ans, suivant ce que vous faites. Alors, notre liste, c'est Lunel, fier et solidaire. On l'a appelé aussi comme ça. C'est pour l'Union populaire, Lunel, fier et solidaire. C'est pas pour rien, parce que quand on se penche sur le passé de Lunel a une histoire très très intéressante. Et en fait, il y a eu un apport de population, des mélanges culturels, scientifiques, etc. Donc il y a eu... Lunel a connu une période très forte, notamment au Moyen-Âge. Et là, il y a des possibilités, c'est-à-dire de redonner l'envie de venir à Lunel, notamment à travers de remettre en avant toute cette histoire. Et je pense qu'il y a donc demain, Lunel peut changer aussi. Parce que Lunel, il y a eu forcément des mouvements migratoires juifs, arabes, les chrétiens ont su travailler vraiment ensemble au niveau de Lunel, et par exemple, ce sont les juifs de Lunel qui ont quand même construit l'université, il y avait les jardins botaniques à l'époque, au Moyen-Âge, qui n'existent plus. Donc tout ça, ce sont des projets, c'est-à-dire si on pourrait même peut-être, alors je vais un peu loin, mais je pense que si l'on récupère, si on met en avant toute l'histoire de Lunel du Moyen-Âge à nos jours, on pourrait peut-être même avoir un label de l'UNESCO, etc. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait dynamiser au niveau économique, culturel, etc. On peut vraiment dynamiser la ville sur des aspects même touristiques, etc. Avoir même peut-être des chercheurs qui viendraient demain à Lunel sur ces questions-là, parce qu'il faut savoir qu'à Lunel, dans cette période-là, il y avait beaucoup de traducteurs. Tous les livres de médecine, etc. ont été traduits. Voilà, donc il y a d'énormes possibilités. Ensuite, on est quand même à la frontière entre le Gard et l'Hérault, entre Montpellier et Nîmes.
Et moi, je reste persuadé, alors si j'ai un souhait particulier, plutôt personnel, ce serait de dire il y a besoin de dynamiser, enfin de créer une politique véritablement en direction de la jeunesse, et notamment aussi en direction des jeunes, faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes étudiants. Alors étudiants, on va s'entendre, hein, c'est pas forcément les études supérieures, c'est des étudiants... et on peut très bien créer un pôle d'excellence ou des pôles ici au niveau de l'UNEL, aussi pour que demain on ait beaucoup plus de jeunes dans la commune, et ce serait profitable pour tout le monde. Je ne vais pas aller trop loin parce que le temps passe vite. Comment regardez-vous les démocraties aux États-Unis, en Russie, qui sont des démocraties, hein, enfin, du moins sur papier, en Chine ou ailleurs, peu importe. Comment vous voyez ça? Alors, démocratie, je ne sais pas si on peut appeler ça véritablement des démocraties. Hein. Enfin, démocratie, pour moi, déjà, c'est la voix du peuple. C'est-à-dire, c'est de dire la démocratie, c'est comment le peuple dirige et comment il se dote d'outils, voire après, pour diriger ces outils, enfin, faire que les choses fonctionnent, de personnes qui, surtout, sont en capacité de respecter ce pourquoi ils ont été élus. Or, on a un décalage aujourd'hui entre les votes. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde, enfin je le dis, même à l'UNEL, hein, beaucoup de gens se sont éloignés de la politique, sont écœurés, parce qu'en fait ils votent et puis finalement ça ne sert pas à grand chose. Quand on vote, il y a un projet, là on l'a vu hein, avec les derniers gouvernements successifs, alors il y a des belles choses annoncées, et puis il n'y a rien qui se met en œuvre, donc ça ne va pas. Donc les gens s'écartent de la politique. Ça c'est un souci. Dans la démocratie, pour moi c'est ça, c'est-à-dire de dire comment on fait en sorte qu'en permanence, le peuple, donc ça veut dire l'ensemble des citoyennes, des citoyens, puissent, soit d'abord, en capacité de prendre les décisions, c'est-à-dire qu'il faut avoir toutes les informations pour pouvoir prendre les décisions, c'est-à-dire on ne doit pas occulter les choses. Ensuite, qu'ils soient en capacité de participer donc, à la prise de décision, et surtout faire en sorte que ces décisions s'appliquent. Donc, parce que ce que l'on propose, à l'inverse aussi des autres candidats, on propose quand même la révocation des élus. C'est intéressant. C'est-à-dire que si je m'engage, c'est ça aussi la démocratie, c'est-à-dire je m'engage à porter un programme avec les citoyens et que ceux-ci considèrent, eh bien écoute Bruno, gagne, sur ton boulot tu nous as promis ça et puis tu ne le fais pas, enfin vous ne le faites pas, eh bien tu retournes à la maison tranquillement. Voilà. Il y a quand même une certaine relativité là-dedans, parce que bon, Bruno gagne, tout Bruno gagne qu'il est. Oui. Il dépend aussi des budgets, il dépend aussi des autres. Donc c'est peut-être un peu trop facile de dire tiens, il n'a pas fait son programme en un an, ce qu'il nous avait promis. Bon, il le fera peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans. Alors nous, on a un programme, c'est simple, hein, vous le verrez, c'est de dire ce que l'on peut faire. Il sera chiffré. Donc, c'est-à-dire ce que l'on peut faire la première année, durant les 2-3 ans, en milieu de mandat et en fin de mandat. Par exemple, la régie de l'eau, ce qu'on sait, sinon ce serait mentir aux électeurs, puisque des décisions, alors ça aussi, des décisions ont été prises juste avant les élections et renouveler des contrats avec Veolia et autres, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire ça engage l'ensemble de la population. Et bien donc, par contre, on pourra le faire en fin de mandat. La régie municipale de l'eau. C'est-à-dire que là, on pourra faire en sorte... Alors, les budgets, c'est une réalité. C'est-à-dire, en même temps, il ne faut pas dire n'importe quoi aux citoyens. Je pense qu'aux électeurs. C'est-à-dire que il y a ce qu'il est possible de faire, mais on sera très clair. Par contre, comme l'on rentre dans un... Par exemple, je prends cet exemple ici, au niveau des commerces, il y a, on sait très bien qu'à l'UNEL, le taux de pauvreté est très élevé. On sait très bien qu'il y a des personnes en souffrance, peu de pouvoir d'achat. Et forcément, peu de pouvoir d'achat, ça veut dire des commerçants derrière en souffrance. D'accord ? Bon, je ne développe pas parce que... Non, pas trop. Non, mais si on développait, en même temps, ceux qui ont créé à l'époque toutes les grandes zones commerciales à l'extérieur des villes, etc., et maintenant qui disent qu'il faut à tout prix
faire en sorte de refaire vivre le centre-ville, on porte une lourde responsabilité quand même. Je dis, je ne suis pas totalement contre non plus les centres commerciaux, mais il y a une limite. Il y a une limite à tout dans la vie. Hein. Donc là, si on voulait vraiment favoriser le centre-ville, surtout à l'époque, on aurait dû dire, oui, il faut peut-être des centres commerciaux, mais attention, si on veut préserver notre commerce de proximité, les entreprises de proximité. Ça c'est les années 70, 80, 90. Si je m'abuse, hein, où tout le monde voulait un hypermarché. On est bien d'accord, c'était un petit peu abusif. Surtout dans certaines communes, je ne parle même pas d'ici, mais quand vous regardez Aubagne, c'est catastrophique. Mais tout ça se fait pas un jour. C'est-à-dire que les décisions que vous allez prendre, que ce soit ici au niveau local, enfin au niveau de l'UNEL, à l'agglo, au département ou à la région, etc., tout ça, c'est un temps long. C'est une décision que vous allez prendre là au mois de septembre. Comment ? Les décisions que vous allez prendre là au mois de septembre, oui. Elles vont avoir des vraies répercussions peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Oui, alors vous allez voir... Un certain voir... nombre d'entre elles, du moins. Non, parce qu'il y a des décisions que l'on peut prendre de façon immédiate. C'est-à-dire, par exemple, dire favoriser le bio à l'école et faire en sorte que les enfants mangent mieux et se diriger vers la gratuité. Alors, dans le premier temps, effectivement, c'est de dire déjà que tout le monde puisse manger bien, de façon satisfaisante, correcte, que ce soit sain, ce qu'ils ont dans leur assiette, et progressivement, voilà, dans le temps, aller vers la gratuité pour les enfants au niveau de l'école. Bon, ça c'est effectivement, ça s'échelonne dans le temps. Bon, on me fait signe. Il nous reste 2 minutes. Oui. Je vous propose d'adresser un petit message ici à vos camarades. Libre à vous de ce que vous souhaitez dire aux spectateurs. Allez-y. Eh bien, pour tout le monde, disons, ce que je souhaite dire, c'est très simple. Déjà, vous inscrire sur les listes électorales. Déjà, ça c'est important. D'aller voter, parce qu'il ne faut jamais déléguer, en fait, les prises de décision, parce que toutes les prises de décision ont un impact, en fait, sur notre propre vie, donc sur votre propre vie aussi. Hein. On est tous ensemble dans cette situation-là. Alors moi, je vous invite d'abord, à vous inscrire, à aller voter, à bien réfléchir avant d'aller voter, à consulter l'ensemble des programmes, c'est-à-dire tout ce qui va vous être proposé, particulièrement le programme pour l'Union populaire, l'UNEL Fier et Solidaire, parce que vous allez avoir des mesures dedans qui sont vraiment innovantes. Et je pense que vous allez être très intéressés par ces mesures. Vous allez pouvoir en débattre avec nous, déjà d'une part, mais peut-être et sûrement, je pense que vous allez en débattre entre vous. Et donc c'est à partir de là que l'on peut changer la donne à l'UNEL et avoir une autre politique qui va se mettre en place. Bruno Gagne, merci beaucoup pour cet entretien. J'ai encore plein de questions en réalité, mais peu importe. On se revoit très bientôt pour le programme. Oui. Dans une autre émission. Et puis, je vous souhaite bonne campagne. Et aux spectateurs, n'hésitez pas à commenter les vidéos, peu importe le candidat, y compris celle de M. Bruno Gagne. Si vous voulez poser des questions, elles sont là pour ça. À très vite pour une autre interview sur Parole de démocratie. Au revoir. Merci à vous.